Salam alaikum. Ils sont 11 heures en cette journée du mardi 8 décembre 2020 et vous êtes très nombreux branchés à nous écouter ici à Lomé, mais également à Neho, à Sokodé, à Niantougou, à Bassar, à Dapan, sur les antennes de médias de nos radios partenaires, tout comme vous nous écoutez un peu partout aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, en Argentine, en Europe, un peu partout dans le monde, également avec l'aide des radios numériques qui nous retransmettent. Je viens même de recevoir l'appel d'une délégation du Togo qui se trouve au Mali et qui nous font appel, qui nous saluent. C'est la preuve que ce que nous disons ici est écouté un peu partout dans le monde grâce aux techniciens Datevi Thomas, Michel Vitogwe Tomenga et Jérôme Dakoucha. Au menu du Club de la Presse de ce jour, nous allons avoir une idée de l'ambiance en cette période de fin, de début d'année. Et nous allons reparcourir également les changements qui viennent d'intervenir aussi bien à la Cour suprême qu'à l'état-major général des forces armées togolaises. Nous allons faire un gros plan sur le secteur de l'éducation. Et si nous avons le temps, nous allons terminer par la politique. Et pour cela, au studio, 2 confrères journalistes, 3 invités. Commençons par les confrères Isidore Sassou Tialo Akolo, bonjour. Bonjour Sass, bonjour plateau, bonjour à toutes et à tous. Merci Isidore Akolo, vous le savez, son journal c'est Actu Express. Pendant que aujourd'hui a paru l'Union pour la Patrie, dont l'éditeur est Eric Hugues Johnson, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères, chers invités, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci pour nous parler un peu de comment l'ambiance l'ambiance se présage pour cette fin d'année. Une dame avec nous, Dame Aline, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Merci de nous dire tantôt ce pourquoi vous êtes avec nos côtés. Et j'ai annoncé un gros plan sur le secteur de l'éducation. Et quoi de plus normal que d'avoir des enseignants, des syndicalistes, des signataires du protocole d'accord de 2018, lequel protocole d'accord vient d'être revu il y a quelques jours. Voilà 2 camarades syndicalistes pour nous en parler. Commençons par celui qui était à nos côtés ici il y a environ 2 semaines, camarade Haïté Baglo, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Vous êtes enseignant, syndicaliste, vous dirigez une fédération d'enseignants, oui. Une fédération de syndicats. Oui, c'est la FESINTET, Fédération des syndicats des travailleurs des enseignements du Togo. Donc secrétaire général de la FESINTET, qui a en face de lui un autre camarade enseignant et syndicaliste, camarade Houmé, plutôt, monsieur Houssim Senon, bonjour. Bonjour, camarade Sast, puisque tu es devenu des nôtres maintenant. Je le suis toujours. Ok, merci beaucoup et bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Canal FM. Merci, monsieur Houssim, qui, lui, est le secrétaire général de la FESEN, l'une des fédérations de syndicats d'enseignants dont nous parlons abondamment ici. Avant de venir donc à l'éducation, juste rappeler une pensée du jour sur laquelle nous avons médité une fois. L'auteur dit que seul celui qui a parcouru la route sait où les trous sont profonds. Encore une fois, seul celui qui a parcouru la route sait où les trous sont profonds. Commençons par l'ambiance. Isidore? En disant l'adage du feu général et Adema. Pardon? C'est celui qui est proche de la latrine qui sent son odeur. Merci. Comme quoi, on ne chôme pas en pensée du jour. Mais commençons par l'ambiance de cette fin d'année avec un concert qui va se tenir le 11 décembre prochain et dont vous nous parlez, Eric Johnson. Il s'agit de la 10e édition du méga concert de chant classique. Ce sera le 11 décembre sur la scène Jimmy Hope. Ce sera à l'Institut français. Oui, effectivement. L'Institut français qui fait quand même un programme alléchant
pour la culture togolaise. L'Institut permet quand même aux artistes togolais de s'exprimer et de montrer tout leur savoir-faire sur ces scènes. Et aujourd'hui, il y a une scène qui est dédiée à Jimmy Hope où va se tenir cette 10e édition du méga concert de chant classique. Et donc l'artiste qui sera en grande prestation s'appelle Clémentine Ayefouni, qui au fait est une incantatrice. Elle a commencé par chanter déjà à l'âge de 12 ans dans sa chorale de quartier. Après, elle est à la chorale du collège Saint-Joseph, enfin du petit séminaire, comment on l'appelle déjà, oui, le séminaire paroisse junior de collège Saint-Joseph. Et donc c'est cette dame-là qui va faire beaucoup de prestations sur la scène Jimmy Hope à l'Institut français du Togo. Merci. Les amateurs de chant classique sont invités à ce concert. Ce sera le 11 décembre sur la scène Jimmy Hope à l'Institut français. Vous allez écouter Clémentine Ayefouni. Isidore, vous y serez? Bon, peut-être, moi je suis pas amateur de musique classique, je l'avoue, mais ce qui m'intrigue, c'est la scène qui est dédiée à Jimmy Hope. Jimmy Hope n'est pas classique, il est plus rocker. Pardon? Il est plus rocker. Non, c'est une salle comme ça que l'Institut français a dénommé Jimmy Hope. Tous les artistes, a priori, sont invités à aller se produire. Ok, c'est une bonne récupération. Merci toujours. C'est pas forcément dédié. Ambiance, c'est une bonne récupération. Ambiance de cette fin d'année. Nous apprenons que le 19 décembre prochain, il va se tenir une manifestation du nom de Extra Time. Alors, pour en parler, Dame Aline qui est à nos côtés. Rebonjour Aline. Oui, bonjour Monsieur Sass. Bonjour Eh bien, à tous les auditrices. merci. Alors, il semble que la cheville ouvrière de cet événement du nom de Extra Time, dont le premier épisode va se dérouler dans moins de 2 semaines. Oui, bien sûr, dans moins de 2 semaines. Plus que quelques jours déjà. Bon, nous irons tous à la résidence Madiba et vers Avepozo pour se déstresser et se réjouir, s'amuser autour d'un repas et pourquoi pas partager des expériences tout au long de cette année 2020 qui a été vraiment éprouvante pour tous. Alors, c'est quoi le concept Extra En fait, Time? le concept Extra Time, et nous l'avons sorti il n'y a pas longtemps. C'est par rapport, c'est comme un after work en fait. Donc c'est par rapport aux travailleurs parce que nous travaillons beaucoup au Togo et il faut reconnaître que nous avons vraiment accumulé pas mal de stress. Et donc l'agence de communication événementielle Linas Event and Space a sorti ce concept-là cette fin d'année pour permettre aux personnes de même corps professionnel de se regrouper ensemble au cours d'une soirée, de partager beaucoup de choses, parler de leur métier bien évidemment et sans oublier aussi de parler des perspectives pour l'année 2021. Eh bien, l'événement Extra Time, un after work après le travail, à la fin de journée, en fin de semaine ou bien en fin d'année, l'occasion qui est ouverte à des corps de métier de se retrouver pour te déstresser, décompresser, se réjouir, s'amuser un peu, pourquoi pas. Et le corps de métier à l'honneur pour la première édition, c'est le secteur de la presse et de la communication. Bien sûr, le secteur de la presse et de la communication. Et comme le dit, nous sommes tous dans la communication. Et comme on le dit bien évidemment, et les journalistes sont le quatrième pouvoir. Donc nous voulons commencer avec les journalistes et les agents de la communication de tous bords, qu'ils soient des animateurs radio, télé, qu'ils soient les agents de la presse privée, publique, tout le monde peut venir et participer à cette édition, à cette première édition. Eh bien donc, Extra Time, épisode numéro 1, à l'honneur les journalistes, les rédacteurs, les animateurs, les agenciers, les reporters, les chroniqueurs, les localiers, les éditeurs et naturellement les directeurs de médias. Bien sûr, à cet événement Extra Time, dans le premier numéro se déroulera à l'hôtel Résidence Madiba le samedi 19 décembre. À partir de midi déjà, nous serons déjà en place parce qu'il y a aussi un couvre-feu qui a été annoncé. Donc nous ne voulons pas rester
et très tard dans la nuit, puisque ce sont les agents de la communication qui vont ouvrir cette première édition. Et donc, on ne va pas leur permettre d'enfreindre la loi. Donc, nous allons commencer très tôt et terminer aussi très tôt. Voilà cet événement Extra Time, un corps de métier qui se retrouve pour décompresser, pour se déstresser après une année de dur labeur, une année de tension, de pression, de ceci et de cela. Le secteur de la presse et de la communication à l'honneur, le samedi 19 décembre à partir de 12h pour se conformer aux mesures barrières du moment. Merci pour ce clin d'œil que vous faites. Merci à toi, M. Sasgaou. Alors, si quelqu'un est intéressé, comment... Nous invitons tous les journalistes, tous les agents de la communication à nous appeler sur le 90 81 74 83 pour toutes les informations précises. Et aussi, s'ils appellent, nous allons leur communiquer le lien qui a été créé pour cette édition. Merci, c'est bien de se retrouver après un an de travail, de tension, de stress pour évacuer un peu et s'alléger l'occasion que nous donne cet événement. Extra Time, samedi 19 décembre à partir de 12h à l'hôtel résidence Madiba à Baguida dans la banlieue Est. Et si on veut en savoir davantage, encore une fois, vos contacts. Le 90 81 74 83. Merci. Alors, merci à vous, monsieur. Si Dame Aline avance son Extra Time à 12h, comme elle a dit, c'est que les fêtes de fin d'année vont devoir s'opérer dans une ambiance quelque peu particulière. L'événement, enfin l'information circulait un peu comme des rumeurs, mais depuis hier, c'est une petite clameur qui se retrouve dans la presse quand Liberté titre à la page 5, couvre-feu qui va gâter la fête, des fêtes de fin d'année, pas comme les autres, écrit Liberté, pendant que le médium également en parle à la page 3 et écrit les fêtes de fin d'année, retour du couvre-feu dans le Grand Lomé. Autre journal, Eric, vous aussi vous en parlez à la page 6 quand vous titrez, c'est désormais dit officiellement, les fêtes seront sous couvert du couvre-feu, d'abord dans le Grand Lomé. Oui, ça depuis la semaine dernière, c'était une rumeur pour tout le monde. On entendait dire qu'il y aura couvre-feu et le coordonnateur national de la riposte anti-Covid s'est présenté devant les journalistes pour mettre cette information sous griffe en disant que il se pourrait qu'il y aurait couvre-feu si la situation ne s'améliorait pas dans la contamination au coronavirus. Et finalement, c'est une rencontre qui s'est tenue au ministère de la décentralisation où finalement le ministre en charge de ce département et le coordonnateur ont dit clairement aux maires de des communes du Grand Lomé que finalement il y aura couvre-feu à partir du 18 décembre prochain. Et donc c'est une manière de dire qu'il ne faudrait pas faire la fête à outrance, qu'il faudra véritablement se méfier de ce coronavirus-là qui pourrait avoir une propagation plus large pendant cette période de fête. Et donc le coordinateur a insisté sur le fait que ce n'est pas pour punir X ou Y, mais plutôt pour permettre aux citoyens quand même de se prévenir de ce virus-là, ce vilain virus qui franchement gâte tout et même nos fêtes. Voilà, et ce qui circulait comme rumeur est devenu petite clameur à l'issue de cette séance de travail qui a réuni hier autour de Paya de Aboukwessi. Avant-hier, autour de Paya de Aboukwessi, son collègue du tourisme, le docteur Guignon, enfin le ministre du tourisme qui était également là. Il y avait les maires des 13 communes du Grand Lomé. Il y avait également les responsables religieux. Et c'est désormais officiel que le Grand Lomé sera sous couvre-feu du 18 décembre jusqu'au 3 janvier 2021. D'aucuns disent de 22h
à 5 heures ou bien de 23 heures à 6 heures, un arrêté ou un décret officiel va nous statuer finalement. Mais Isidore, Oui. Ce sera des fêtes de fin de début d'année, pas comme les autres. Évidemment. Je me dis que bon, c'est prévisible, hein, eu égard à la recrudescence et la courbe de plus en plus ascendante et qui va en crescendo au niveau de la contamination au coronavirus. On ne peut que s'attendre à cela. Cependant, je me dis qu'il faut un peu du bémol, puisque nous sommes avant tout, vous savez, il y a des rituels où le passage d'une année à une autre, chacun veut le célébrer et de façon spéciale. Spéciale et Et spirituelle. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Ça, je me dis que peut-être les dirigeants ou bien les confessionnels n'ont pas eu ce courage de dire certaines choses aux autorités pour qu'ils puissent avoir un peu de bémol à ce niveau. Enfin, il semble que ça a été quand même, le verbe a circulé librement, mais le couvre-feu n'interdit pas les offices religieux. Les chrétiens... Non. Non, écoute, ce que je dis, Oui. minuit, le passage du 31 décembre au 1er janvier, Oui. c'est tout un rituel. Oui, mais les émissaires du gouvernement et les leaders ont convenu d'avancer les offices religieux de mais la ce n'est passation plus de- à la même heure. Je parle de rituel. De 18h à Je 21h parle de rituel. De Quand on parle, 19h ce n'est à pas seulement 22h. là, je ne parle pas seulement des confessions religieuses, mais aussi nous avons des pratiques. Oui, nous avons des pratiques. C'est pas si les prêtres couvents vont observer ces choses-là. N'oublions pas que nous avons des pratiques et il va falloir que même vous voyez parfois entre minuit et 1h, minuit 5, tout le monde garde sa voiture au moins pour aller rentrer dans une église, dans un couvent. Isidore, peut-être que les gens pourront observer je ces n'en dis pratiques qu'on vient pas. Je n'en dis qu'on vient pas. Ou bien dans leur couvent, l'essentiel. Ce n'est pas le même comment dirais-je, relent que les gens auront. Et c'est très important. Et je voulais encore dire autre chose. Que ces coups-feux-là ne nous fassent pas voir ce qu'on a vécu en période de coups-feux qui sont passés, où il y a eu mort d'homme. Si quelqu'un arrivait à brader, ou à braver plutôt, le coup-feu, ce n'est pas un criminel qu'il faut abattre. C'est très important. Il faut que nos forces de sécurité soient sensibilisées dans ce domaine. Et on parle du Grand Lomé. Il ne faudrait pas qu'une dame, au-delà du Grand Lomé, comme on l'avait vécu, soit battue. À des petits copes, oui, peut-être. Mais je vais dire, Agoué aussi est dans Grand Lomé. Mais il ne faudrait pas qu'on sévisse à Thévier. Non, Peut-être qu'on sévisse à Anéro. Oui, Il ne faudrait pas qu'on sévisse. Non, il faut qu'on soit clair. Oui. Pour De le toute moment, la façon, mesure, on avait vécu des bavures. Oui, des faits qu'on avait condamnés en leur temps. Et Dieu merci, ces bavures ne reviennent plus. Oui. Et espérons effectivement Et que... autre chose que je voulais encore ajouter, Oui. si quelqu'un est à son balcon, il n'a pas enfreint au dispositif. Tu es à ton balcon pour voir ce que on a dit à moi-même. J'étais à mon balcon, Oui. on m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Prenons d'assaut cette maison. Si je suis à mon balcon ou à ma fenêtre pour regarder ce qui se passe à l'extérieur, je n'affreins à aucune loi. Espérons que le communiqué, l'arrêté ou le décret qui va annoncer officiellement le couvre-feu va préciser tous les contenus afin que tout le monde ait la même compréhension du début, de la fin et des comportements adoptés durant ce couvre-feu. Ce couvre-feu qui est annoncé pour le moment pour le Grand Lemay. Alors, Eric, quand vous écrivez d'abord dans le Grand Lemay, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que ce soit élargi, étendu éventuellement. voilà, sur toute l'étendue du territoire national. Parce que il suffit de dire coup-feu à Lobé et tout le monde va se retrouver à Thévier, il n'y a pas de souci. Et donc là, est-ce que le mal qu'on veut craindre
ne va pas se va pas se répandre déplacer. de l'autre côté là-bas. Ok. Et donc, je pense que les autorités vont prendre des dispositions, comme tu l'as dit, pour qu'on ait tous la même compréhension de cette disposition, cette nouvelle disposition pour les fêtes de fin Merci. d'année. Alors, Et je voulais aussi ajouter quelque chose. Oui. Que la FOSAP soit très sensibilisée les éléments de la FOSAP. Je peux faire la fête chez moi. Ce n'est pas parce qu'il y a coup-feu que je dois tout éteindre la lumière. Principe, Isidore, en principe, quand on dit couvre-feu, Oui. ça veut dire que on ne doit plus être dans les rues à ce moment-là. Dans ma maison. Et même chez soi, on devrait se garder de faire du bruit qui puisse alerter. C'est ce que je comprends du couvre-feu. Ah bon? Oui. Ça, c'est un coup-feu sanitaire. Hein. Ce n'est pas un coup-feu. C'est pas un coup-feu sécuritaire. Mais le couvre- c'est un peu Non, comme- non, Isidore, mettons les choses à Isidore, leur place. S'il vous plaît, l'actualité un peu partout en France actuellement, c'est le débat aussi. Mais quand on dit couvre-feu, d'abord vous restez chez vous et vous gardez de faire du bruit qui puisse alerter. Sinon, on vous rendra visite, Isidore. C'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Le débat s'ouvre encore. Merci. Parce que c'est un débat. Alors, ce que Isidore dit, qui est important, on ne voudrait plus avoir de bavures à signaler. Ça s'adresse à la FOSAP, mais également à nous les citoyens. Quand on dit couvre-feu, quand l'arrêté ou bien le décret va préciser les contours, il va falloir également que les citoyens se conforment à la mesure qui sera annoncée. Dans ma maison, le 31 décembre, je ne peux plus me réjouir. Mais là, alors là. Bon, C'est- ok. c'est- Isidore, Attendons que non, le non, décret non. nous fixe. C'est Ça, anxiogène. ça, C'est anxiogène. Ça, il y a un souci. Il y a un souci. Si, oui, véritablement, parce que ce que tu dis est extrêmement grave. Je pense, parce que quand on dit couvre-feu et que chez toi tu peux fêter, mettre la musique et recevoir des amis, Non, je ne dis pas recevoir des attention, parce que qui dit fêter, ça veut dire tu vas fêter tout seul, Avec tu vas ma- fêter avec ma famille, avec avec des mes gens. enfants. Et quand tu fêtes, qui sait si tu as reçu des invités ou pas. À partir de ce moment, tu recevras la visite. Ça, c'est une ça, porte c'est ouverte. clair. C'est pour une porte ouverte aux exactions. Non, Bon, non, c'est- non, c'est- non. C'est ce Je que ne j'ai crois pas. dit. Hein, Je en ne dehors crois du pas. couvre-feu, on devrait se garder Et voilà. de faire du bruit ou bien de C'est- faire des c'est choses qui Isidore, alertent sanitaire, l'autorité. c'est couvre-feu sanitaire. Isidore. Ok. Il C'est ne un couvre-feu faudrait pas. sanitaire. Espérons, Il ne s'il vous plaît, faudrait s'il pas. vous plaît. Non, c'est Nous parlons sérieusement. espérons que Non, que l'autorité, le débat s'ouvre. Isidore, Oui. s'il vous plaît, espérons que l'autorité va préciser tous les contours du couvre-feu, ce qu'on pourra faire dans la qu'on rue va faire. ou chez soi. Mais Espérons que le langage sera clair. Le 31 décembre au 1er Merci, janvier, mais je ne vais autre pas me réjouir. chose, Tu déjà n'as même communiqué pas l'habitude hier, de fêter. évoluons un peu, s'il vous plaît, évoluons. Mais déjà hier, nous savons que Je ne parle pas du de 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021, les bars devront déjà fermer à 18h. 18h, Les ouais. tenanciers de bars et les habitués des bars. Eric, suivez mon regard. Ouais, et il faudrait. Ouais, mais c'est le décret qui déterminera tout ça. On attend le décret pour se conformer à tout ceci. Merci. Le débat n'est pas seulement ici au Togo, en France, un peu partout. C'est ce débat et c'est des conditions que nous impose le coronavirus, disons ce fameux virus. Si on ne Aujourd'hui peut pas même, on ne peut la pas Grande-Bretagne. se déstresser. Alors là, on aura Ouais, de Isidore, maladies il plus faut être que- en vie pour se déstresser. Évidemment, je peux être en vie seul, je peux jouer, ma musique, mais et me réjouir. Sinon, Isidore. Eh bien, aujourd'hui Isidore. même, la l'anxiété va nous prendre. Grande-Bretagne hein. lance L'anxiété la va nous campagne. tuer plus que la coronavirus. Isidore, est-ce qu'on peut évoluer un La peu? Covid-18. Aujourd'hui même, la 19. Grande-Bretagne lance la 19 campagne de vaccination. Il semble que le Togo également entame les tractations. Si le vaccin pourra arriver chez nous ici, quand, dans quelles conditions, nous serons là pour vous en parler. Passons maintenant aux changements qui viennent d'intervenir, aussi bien à la Cour suprême qu'à l'état-major général des forces armées togolaises. Nous en avons déjà parlé aujourd'hui, hier, mais nous revenons là-dessus aujourd'hui parce que, en principe, à partir de 10 heures, le président à Kakovi, Patrice Gamato, devrait passer les charges à son successeur, le juge Abdoulaye Yaya. Là-dessus, le médium écrit justice, nouveau président de la Cour suprême, et également l'Union pour la patrie. Vous revenez également sur, plutôt c'est l'Indépendant Express qui revient également sur la nomination du nouveau président de la Cour suprême.
l'article dit ceci, Abdoulaye Yaya, nommé président de la Cour suprême, et l'Indépendance Presse en profite pour nous rappeler que la Cour suprême est cet organe suprême de l'ordre judiciaire et administratif qui a pour mission de veiller au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures. Donc la passation devrait avoir commencé à 10h et s'il reste l'heure, il devrait être au cocktail qui doit se faire dans le respect des mesures barrières, pendant qu'aujourd'hui même, contrairement à ce que nous avons dit hier au Club de la Presse, c'est aujourd'hui qu'il y a passation de commandement entre Félix Abalo Kadanga, qui passe le témoin au général Martin Dadja Manganawe, qui prend l'état-major général des forces armées togolaises. Là-dessus, l'Indépendance Presse écrit Fort Nyasingbe versus Kadanga, la nuit des longs couteaux, pendant que Liberté lui écrit changement à la tête des forces armées togolaises, Dadja Maganawe, ou le symbole d'un passé révolu. Pour Liberté, Fort Nyasingbe est seulement en train de durcir davantage l'armée. Alors un petit mot sur la Cour suprême, les forces armées togolaises, Isidore? Oh non, mais c'est le chef suprême qui décide de tout, c'est Fort Nyasingbe. Aujourd'hui, il a montré à suffisance que il est le seul maître à bord. Et il peut nommer qui il veut, quand il veut, démettre qui il veut, quand il veut. Et concernant la Cour suprême, tous sont des aînés et amis à moi. Aussi bien le partant que l'arrivant. Sauf que j'ai perdu de vue il y a très longtemps Monsieur Abdoulaye. Eh bien, vous avez l'occasion de le revoir. Oui, il était à la cour de l'UMOA à Ouagadougou. Oui. Donc, c'est des magistrats chevronnés, et tous deux. Donc, vivement que les choses peuvent aller de mieux en mieux, parce que le justiciable ne se retrouve pas dans les décisions de justice. Si la Cour suprême pouvait faire quelque chose de sorte que la justice soit le dernier rempart de la veuve et de l'orphelin, ce serait une très bonne chose. C'est ce que je vais souhaiter. Une justice qui soit vraiment rapide, qui soit équitable et qui préserve contre l'arbitraire. Eh bien, c'est un chantier dont nous parlons. Les magistrats même en sont conscients. Vous rappelez le programme de modernisation de la justice. Le président sortant, Gamato, a axé son travail sur les 3 M, la modernisation de la justice, la motivation des magistrats, également la moralisation des acteurs de la justice. On en a parlé hier avec les sanctions que le Conseil supérieur de la magistrature a eu à prendre contre certains magistrats, dont certains même ont été virés du corps, et décisions rendues publiques. Mais le chantier est très loin d'être terminé. Oui, nous avons encore des choses à reprocher. Parlant de la modernisation, ça s'est résumé au badigeonnage des locaux. Et on aurait souhaité que nous puissions revoir ça, enfin ressentir ça dans les décisions de justice. C'est très important. Des décisions rendues dans le temps. Et puis avec l'équité, et que ce soit vraiment la justice. Et ce que je salue, c'est ce recueil-là. Et la déontologie, je ne sais pas si vous vous rappelez que M. Gamal... il a fait, avec lui, il a fait éditer une directive du magistrat qui rappelle aux magistrats ses attitudes et comportements. Il a également édité le guide du justiciable qui informe tous les citoyens sur leurs droits, leurs devoirs et également la procédure judiciaire. Sauf que nous n'avons pas eu assez de temps pour pouvoir faire la publicité de ces 2 recueils. Bon, nous avons eu l'honneur d'avoir le président Gamato ici qui nous en a parlé, mais c'est vrai que ces 2 fascicules gagneraient à être mieux diffusés, commentés, afin que la vérité pénètre un peu partout. Bon, maintenant, pour la grande vignette, ou bien on va écouter aussi un peu Eric. Eric, tu parles trop. Donc, Abdoulaye Yaya qui prend la place de Kakovi Gamato, pendant que Martin Dadja Maganawe va prendre également le commandement de Félix Abalo Kadanga. Oui, parlant de la justice, je pense que les décisions de justice, en réalité, sont très difficiles à comprendre pour le commun, le Togolais lambda.
Et sur ce point, je pense que désormais, il va falloir que, effectivement, le juge Abdoulaye Yaya, qui est un magistrat chevronné que tout le monde apprécie bien par rapport quand même à son passage au niveau de la cour d'appel et tout ça. Mais je me dis qu'il faut qu'il prenne à corps cette situation où le justiciable ne comprend pas les décisions de justice. Est-ce que c'est par une communication de la justice ou c'est par exemple, le guide ou le recueil dont vous venez de parler? Je ne sais pas quelle forme ça doit prendre pour que le justiciable puisse comprendre pourquoi on a pris telle décision vis-à-vis de sa personne. Et en ce qui concerne l'armée, il me semble que Félix Katanga est à la retraite. Et donc, non, il devrait aller à la retraite dans 3 ans, d'après les informations qu'on glane ici et là. Ah, d'accord. Et donc, je pense que le chef de l'État est le chef suprême de l'armée, et comme quoi, pour prendre cette décision, il est le seul maître à bord, et il sait pourquoi. Nous, on ne nous a pas communiqué en réalité les motifs de ce changement à la tête de l'état-major général des forces armées togolaises. Ce que je pourrais dire en plus, c'est que il ne faudrait pas tout peindre en noir. Diriger un corps de l'armée n'est pas chose aisée. Et donc, le sortant comme l'entrant, ils doivent savoir que c'est une charge énorme de la République et qu'il faut le faire avec beaucoup de tact. Juste rappeler que Maganawe prend l'état-major de l'armée togolaise alors qu'il y a environ 1 mois et demi que une dame a été nommée à la tête du ministère des Armées. Et également rappeler que il n'y a pas longtemps, en octobre, Faure Gnassingbé avait procédé au changement à l'état-major, aux états-majors des armées de terre, de l'air et terre, air, mer. Même son état-major son état-major particulier a été changé. Donc c'est vraiment de nouvelles oxygènes à la tête de nos armées. Isidore? Oui, évidemment. On voit venir que Monsieur Kananga ou le général Kananga était sur un fauteuil éjectable. Surtout que il ne faisait pas aussi une bonne presse. Et avec sa sortie sur les lieux où on a tué le jeune mécanicien, c'était à Guenivé. Donc, c'était une sortie hasardeuse. Donc, on nous disait que il n'était pas au pays finalement. On a su que même il était sur les lieux. Donc, c'était une pierre un petit caillou dans ses chaussures. De toute façon, la grande muette. Tu as parlé, laisse-moi terminer. Okay. Donc, mais ça, c'est le petit. Je fais aussi un constat. Le constat, je suppose, et je l'avais dit quelque part, et ça a refroidi beaucoup de gens. Je ne cesserai jamais de le dire, je ne dirai jamais assez. C'est quoi? On constate que, comment dirais-je, la belle, comment? Oui, c'est la belle fille ou bien? Oui. La belle. Sur le changement d'état-major? L'état-major, c'est la belle-fille, donc. La belle-fille de qui? Qu'est-ce qu'une belle-fille aller chercher l'état-major? La belle-sœur, permettez que je termine. La belle-sœur a fait évincer le beau-frère. Ah. Je suppose que, il n'y aura pas de remue-ménage au sein de la famille biologique. À la nouvelle ministre des Armées et au chef d'état-major général sortant de l'armée. Oui, voilà. Je suppose qu'il n'y aura pas de remue-ménage au sein de la famille biologique. Et à ces cas, 7 ans, si on vous met à la retraite, je ne sais ce que vous ferez encore. Retraite anticipée. Non, l'avenir est permis. L'avenir est permis. J'ai 58 ans, mais je me sens encore assez jeune.
Ouais. Je connais des gens qui... je connais des gens qui ont 90 ans et qui font encore des projets d'avenir. Merci beaucoup. Vivement que Félix puisse trouver encore d'autres aspirations pour pouvoir tenir la vie aussi longtemps que possible. Il est au service de la République, comme on dit communément. Venons-en maintenant à nos deux camarades. Camarade Roussime, rebonjour. Bonjour. Qui est le secrétaire général de la FESEN, avec en face de lui, camarade Haïté Baglo de la FESENTET. Bonjour à vous aussi. Bonjour, ça. Eh bien, pour introduire votre sujet, ce matin, l'Union pour la patrie, titre à la page 3, Éducation nationale, les nuages se dissipent. Gouvernement et syndicats sur la même longueur d'onde. Les clarifications sont apportées au préambule et aux points 3, 5 et 10 du protocole d'accord du 19 avril 2018. Et pour vous, Eric, vous écrivez que c'est un ouf de soulagement que tous les acteurs ont poussé il y a quelques jours. Oui, selon qu'ils ont eu des réunions avec les ministères concernés, le gouvernement, je veux dire, pour quand même trouver un accord pour pouvoir sortir de cet engrenage de rentrée, grève et tout ça. Donc après, il y a eu un relevé des conclusions que tout le monde a signé d'ailleurs, et donc qui fait dire qu'il y a eu quand même un grand pas vers la dissipation des dissensions entre les acteurs de l'éducation nationale. Et le médium aussi, il consacre cet article qui écrit à la page 7, éducation, les acteurs s'entendent de nouveau. Ça veut dire que c'était entendu par le passé, et ils s'entendent de nouveau. Oui, en 2018. Et le médium rappelle encore éducation, l'éducation, secteur prioritaire. Eh bien, tout cela porte sur le relevé de conclusion que les acteurs de l'éducation avaient signé le 19 avril 2018, mais qui vient de faire l'objet d'une revue. Et en parcourant le relevé de conclusion en date du 3 décembre dernier, on rappelle que les émissaires du gouvernement et les autres acteurs se sont rencontrés successivement le 18 novembre, le 25 novembre, pour finaliser le jeudi 3 décembre dernier. Eh bien, camarade Roussime, qu'est-ce qui a guidé ce besoin donc de relecture du protocole d'accord de 2018? Merci beaucoup, camarade Sast. Naturellement, ce qui fait marcher le travail, c'est que entre l'employeur et l'employé, qui est toujours un dialogue permanent, un dialogue honnête, sincère, et le travail marche. Sans ce dialogue, il y aura toujours des crispations, certains qui estimeront qu'ils sont lésés, et d'autres qui diront non, j'en ai tellement fait beaucoup pour vous, etc., etc. Donc ce dialogue fait avancer le travail. Donc en 2018, comme vous l'avez énoncé, il a été constaté qu'il y avait des mouvements récurrents, de grève, des protestations, ce qui a pour corollaire un dysfonctionnement au sein de l'organe pédagogique. Les élèves ramassaient les pots cassés, les parents d'élèves ne savaient plus à quel sein se vouer, au point que le Premier ministre, d'alors M. Classou, a jugé bon et a pris un arrêté qui a demandé qu'il y ait une concertation autour de tous les problèmes de l'éducation et qu'on puisse lui proposer des solutions idoines de manière à restaurer la paix dans le secteur. Alors c'est ainsi que vous allez voir que ce protocole d'accord a été signé. Alors ce protocole d'accord signé, quand bien même
tous les acteurs du système n'étaient pas, surtout notamment les enseignants, n'étaient pas du tout satisfaits, parce qu'il y a des critiques ça et là. Bon, finalement, ça a pris, au point que tous s'étaient accordés à voir clair que vous allez voir dans ce protocole d'accord, il a été signifié que les priorités du secteur de l'éducation seront prises en compte. On va augmenter les ressources financières pour pouvoir régler un certain nombre de choses, notamment les infrastructures et autres, et que les enseignants également, leurs conditions de vie vont s'améliorer progressivement. Et il a été institué une prime d'un montant de 1 milliard réparti en 2018 à tous les enseignants, et la spécificité c'était que cette prime a été indexée au salaire. C'était en Donc, 2018. En 2018, ce qui fait que les enseignants continuent par en bénéficier. Ça va être pérenne jusqu'à la fin de leur carrière. Bien, pour 2019, c'était 2 milliards. Et pour les enseignants, naturellement, ça va être aussi indexé. Et les enseignants s'attendaient à ce que 2 milliards également soient adossés au salaire. Ainsi, donc, pour les autres années à venir, 2020, 2021, 2022, puisque c'est pour 5 ans, donc ça allait prendre fin, le protocole. Donc, il était dit que un organe de concertation serait mis en place pour pouvoir identifier les besoins de l'éducation à insérer dans les projets de budget à élaborer et prévoir en même temps ce qui pouvait impacter aussi les enseignants en guise de motivation. Donc c'était pour les autres années. Donc c'est l'esprit pratiquement du protocole, avec bien sûr un autre point, le point 5 qui concernait les confessionnels. Confessionnels, eux aussi devraient bénéficier de certains avantages. En plus, une convention qui devait être signée entre l'Église et l'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le pays existe, que ce soit du temps colonial où les administrateurs officiers dans l'administration, à ce jour, il n'y a pas un texte fondamental entre l'Église et l'État en guise de contrat. Il n'y a pas du tout, il n'y a rien du tout. Donc, ponctuellement, que ce soit les administrateurs coloniaux, etc., faisaient des aides à l'endroit de l'enseignement confessionnel, et l'enseignement confessionnel se débrouille également pour recruter le complément des effectifs, etc. Donc aujourd'hui, cette disposition même tend à s'éteindre. Ça vise l'instruction. Voilà. Donc vous allez voir que la subvention qui est accordée aujourd'hui à l'enseignement, chaque année. Voilà, ça s'amenuise drastiquement. Ce qui n'encourage pas cette ordre d'enseignement. Donc pour nous, en tant que syndicat, nous fondons notre argumentation sur la base des textes. Tant qu'on n'a pas un texte comme ça, où juridiquement vous avez des points de droit, nous ne pouvons pas mener des discussions. Voilà, donc nous nourrissons tous notre espoir autour de cette convention qui devrait être signée entre les deux parties et régir le système
éducatif, Entre confessionnel l'État avec et la voilà. confession religieuse. Bien, Alors donc, justement, au point 1 du dernier relevé de conclusion, je lis que certaines dispositions particulières au protocole d'accord, notamment le préambule et les points 3, 5 et 10, ont été examinées de manière approfondie et leurs teneurs et portées ont été clarifiées et explicitées afin de lever tout équivoque suscité par des interprétations divergentes. Et bien, camarade Abaglo, le point 3 portait sur les primes, dont a parlé tantôt M. Onsime. Le point 5, c'est la convention, les relations entre l'État et le conseil religieux pour l'école. Et le point 10, c'est les mécanismes d'application autour du protocole d'accord. Maintenant, au terme du dernier relevé de conclusion, est-ce que vous, les syndicats d'enseignants et l'État, est-ce que vous avez la même compréhension de tout ce qui est écrit dernièrement? Merci. D'abord, je voudrais revenir un peu sur le protocole d'accord signé en 2018. Beaucoup de nos collègues ou camarades ont l'habitude de dire que l'État n'a pas respecté le protocole d'accord. Mais quand vous voyez le protocole regorge beaucoup de points. Par exemple, aujourd'hui, nous ne parlions pas de oscillariat. Nous autres qui avions fait un peu plus tôt, ou bien sommes entrés un peu plus tôt, nous avions fait l'oscillariat. Les gens ont fait l'oscillariat jusqu'à la fin de leur carrière. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le concours du 12 prochain va recruter, par exemple, des enseignants fonctionnaires. Aujourd'hui, tous ceux qui partent pour la retraite du 1er janvier, le 1er janvier ou le 1er avril sont maintenus jusqu'au 1er juillet. Aujourd'hui, les enseignants ne parlent plus d'affectation punitive, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que ce protocole-là a réglé beaucoup. Et tout ça, c'est à la du protocole d'accord. Maintenant, revenons à votre question. Et c'est ça qui m'intrigue moi un peu. C'est-à-dire que si on a l'impression que les enseignants ont focalisé toute leur attention sur les questions de primes. Justement, c'est ça qui posait problème. Si nous n'étions pas, vous avez demandé si nous étions mis d'accord. Si nous n'étions pas mis, est-ce que vous avez si nous n'étions pas mis, compréhension? Si nous n'avions pas la même compréhension, le relevé final n'allait pas être signé. Parce que vous avez vu vous-même que toutes les pages ont été paraphées et à la fin, nous avions signé. Parce que c'était quoi le problème? Il était question que, comme camarade Houssime venait de le dire, en 2018, 1 milliard sera payé. Et le milliard-là, je rappelle que c'est ça aussi, le milliard-là a été réparti, comment a été indexé au salaire. Non, ça a été indexé au salaire, non seulement indexé au salaire, mais réparti équitablement. Voilà. Toutes les catégories A ont eu la même prime et les catégories B et C ont eu la même prime. Maintenant, pour les 2 milliards de 2019, c'est ça aussi qu'il faut relever. L'État a demandé aux responsables syndicaux de lui proposer une clé de répartition. Ce qui fit fait, c'est nous-mêmes qui avions proposé cette clé de répartition en tenant compte de l'ancienneté, en tenant compte de la catégorie, du grade et autres là. Donc ce n'était plus comme en 2018. Maintenant, et je voudrais ajouter, je voudrais ajouter que les 2 milliards là ont été versés ponctuellement. Les 2 milliards n'ont pas été indexés au salaire. Non. Okay. Et là où nous avons déjà suffisamment parlé du protocole de 2018. Venons-en maintenant au nouveau relevé de conclusion. Alors, justement, ce qui posait problème, notamment cette question de prime là, est-ce que vous êtes entendu là-dessus? C'est là où je voudrais en venir. Donc, c'était le problème, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas sur la question de l'indexation ou pas des 2 milliards de 2019. Maintenant, nous, syndicalistes, ou bien fait, nous, enseignants employés, nous avions eu à l'idée que les 2 milliards seront indexés en 2019. Ça, il faut être honnête pour le dire. Pour nous, c'est la lecture que nous avions faite. Maintenant, en 2019, quand nous avons proposé la clé de répartition, et c'est là aussi où nous n'avions pas été prudents. Tel que nous avions proposé la clé de répartition, ça ne peut être que versé d'une façon ponctuelle. C'est ce qui fut fait. Maintenant, l'État dit que non.
nulle part dans ce protocole-là, ça n'a été écrit que les 2 milliards de 2019 seront indexés. Que ce qui a été indexé le milliard, ça a été fait d'une façon, parce qu'on sortait d'une longue discussion, c'est pour cela que ça a été indexé. Oui. Maintenant, pour ça, nous sommes, c'est-à-dire l'État a donné sa position par rapport à l'indexation ou pas. Donc, selon le gouvernement, nulle part dans le protocole, ça n'a pas été dit. Alors, justement, ça n'a pas été dit. Venons-en au nouveau revue de conclusion. Là, je lis au point 4 qui dit ceci. Dans cet esprit, les participants ont pris acte des doléances des organisations syndicales qui souhaitent que l'indexation de l'allocation de 2018 soit étendue à celle de 2019 et qu'un accompagnement financier soit étudié par le gouvernement au vu du contexte sanitaire actuel. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut en comprendre c'est ce que je disais, M. Sanz. Laissez-moi vous expliquer cette partie. Nous sommes tenus par le temps. Donc, rapidement, ça dit que, comme nous ne nous attendons pas sur ça, l'État a donné sa position par rapport à l'indexation. L'État dit que, ou bien le gouvernement dit que ça ne sera pas indexé en 2019. Nous, autres syndicats, nous avons dit que pour nous, ça devrait être indexé. Maintenant que nous, on a eu cette lecture-là, nous, l'État, le gouvernement nous demande que si on ne peut prendre ça là comme une doléance. Donc, c'est ce que le justement, test dit. Justement, je voudrais en pris acte de votre doléance. Alors, concrètement sur la doléance, qu'est-ce que les émissaires du gouvernement revenir sur le point. Je voudrais revenir sur le point. Lorsque vous faites des textes pour gérer les gens, il faut s'attendre. Si vous n'êtes pas clair dans l'esprit du texte, ça va créer des difficultés plus que ça n'en résout. Vous n'êtes pas sans savoir, j'ai cité cet article la fois dernière lors de nos discussions. La fonction publique dispose d'un contrat avec tous les travailleurs. Et ce contrat-là, c'est le statut général. Ce statut général, dans son article 192, alinéa 3, précise bien que les primes à servir aux fonctionnaires ne devraient pas dépasser la moitié de leur salaire de base. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que toutes les primes à nous servir, au moins, doivent atteindre la moitié de nos salaires. On est parti sur cette base au maximum. On est parti sur cette base pour proposer une clé de répartition lors de la répartition des 2 milliards. Parce que en 2018, ce n'était pas le cas. Pour le cas du milliard dont le collègue parle. Donc, il va falloir que les gens approchent progressivement les 150, la moitié de leur salaire dans la répartition des primes. C'est pour ça que nous avons dit que ceux qui avancent déjà vers la retraite devraient être priorisés par rapport à ceux qui entrent. Parce que prochainement, ça va être le cas pour ceux-là aussi. Donc, ainsi de suite. Alors, nous avons identifié, en faisant cette répartition-là, en proposant cette clé, nous avons vu que la majorité avance déjà vers la moitié. Donc, surtout les salaires les moins élevés, eux, ils avançaient vers les 50% déjà, alors que les autres, qui étaient en A1 et autres, eux, n'approchaient pas du tout. Monsieur aussi, mais concrètement, est-ce qu'il y a encore des problèmes de primes que les syndicats d'enseignants pourraient encore relever Non, ici, justement, c'est parce que la revue proposée par l'employeur, la revue du texte proposé par l'employeur, a dénudé l'esprit même de base qui avait régné en 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la répartition du milliard de 2018, avec indexation, la répartition de 2 milliards en 2019, sans indexation, pose maintenant problème. Ce qui fait que nous, c'est bien vrai, il a dit que toutes les fédérations ont signé. Toutes les fédérations ont signé sans que peut-être les enseignants. Ensuite, eux, ils n'ont pas signé.
Mais vous avez signé en leur nom. J'ai signé en leur nom, c'est là où le problème se pose aujourd'hui pour moi. Monsieur Sass, vous savez c'est là où le problème se pose. Pardon que je termine ça. Oui. Le problème se pose parce que les enseignants disent que je ne suis pas revenu vers eux pour qu'ils me mandatent de signer justement le protocole. Donc, ce qui voudrait dire que j'ai signé le protocole sans l'accord de la base, et cette base me garde dedans jusque-là. Donc, c'est pareil pour le camarade Baglo, c'est pareil pour toutes les autres fédérations. Bon, de toute façon, moi, par exemple, si moi je signe quelque chose, ça veut dire que je suis capable de convaincre ma base du pourquoi j'ai signé. Moi, ma base ne peut pas aujourd'hui me demander pourquoi j'ai signé un document. Non, c'est pas évident. Oui, c'est parce que je sais que je peux leur expliquer le pourquoi j'ai signé le document. Et ça, c'est clair comme ça. Maintenant, revenons un peu à ce que le camarade Moussimi a dit, par exemple, par rapport aux primes qui devaient être à 50%. Ce débat-là, nous l'avions fait plusieurs fois. Même nous sommes transportés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est un garde-fou, en fait. On nous a expliqué ça, que c'était un garde-fou que l'autorité a proposé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des abus où la prime dépasse même le salaire. Donc, c'est pour faire en sorte que les primes ne dépassent pas le salaire. On dit que toute prime ne doit pas dépasser 50% du salaire de base. Donc, ça là, mais aujourd'hui nous sommes là, on ne va pas induire nos petits frères en erreur. Il faut leur expliquer les choses. Allez-y. Alors, une question claire pour la première partie. Eh bien, à vous deux, est-ce que au lendemain de ce relevé de conclusion, la population peut être rassurée que l'année 2020-2021 va se dérouler sans problème, ou bien est-ce qu'il faut encore craindre des mouvements d'humeur du secteur de l'éducation pour ce qui concerne encore la question de primes? Oui, je peux vous dire que tel que le camarade vous a expliqué les choses, ce n'est pas ça dans le débat en réalité. Le gouvernement a tout fait pour nous faire comprendre que les interprétations que vous faites à votre base, ou bien que ce soit les bases même qui interprètent autrement, ce n'est pas eux, leur idée. Leur idée, ce n'est pas d'indexer. Leur entendement, ce n'est pas d'indexer. Les primes. Donc, nulle part, il n'est écrit dans le texte qu'il faut indexer. Donc, c'est ça qui a fait c'est ça même qui a fait objet de relecture, pour qu'ils nous expliquent à fond leur entendement. Nous n'avons jamais dit qu'il faut indexer les primes. C'est ça. Et nous aussi, nous avons dit, mais vous n'avez pas dit, mais nulle part dans le texte aussi, il n'est précisé que c'est une prime ponctuelle. Nulle part il n'est dit ça aussi. Maintenant, pour terminer, maintenant c'est allé. C'est allé, les deux versions sont allées. Le gouvernement a dit, bon, nous irons en Conseil des ministres parce que vous savez, si Ford ne décide pas de déplacer ce pion d'ici là, qui va le faire? Donc ça, nous sommes tous accrochés. Ah non, attention. Pardon. Nous sommes tous accrochés à cela, que lorsque les documents seront avec en conseil de ministres, avec des explications que nos deux ministres qui ont géré le dossier, leur explication, ça peut peut-être les amener à comprendre que la position des syndicats est tout à fait justifiée. Alors, ma question elle est claire. Hein. Oui. Avec le relevé de conclusion, est-ce que tous les nuages sont dissipés, ou bien est-ce qu'il est encore à craindre des mouvements d'humeur? Bon, à mon humble avis, tous ces nuages devraient être dissipés. Pourquoi je dis ceci? Le gouvernement dit, il n'y a que des représentants du gouvernement qui étaient là. Donc, nous avions posé des doléances que nous aimerions que les 2 milliards soient indexés. Nous sommes en période de pandémie. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Vous avez lu ça, qu'ils ont pris en compte que eux deux ne font pas le gouvernement. Ils iront rendre compte à tout le gouvernement et en conseil de ministres, ils vont prendre une décision dans un délai raisonnable et nous revenir. Donc, nous attendons impatiemment leur retour pour voir ce qu'ils vont nous proposer.
C'est ça. Merci. On va devoir s'arrêter là, mais juste rappeler que ce relevé de conclusion a été signé par les trois ministres Kokoroko, Odin et Bawara, toute une kyrielle de fédérations, de syndicats d'enseignants. Je lis même des témoins comme les centrales syndicales. Eh bien, on verra la suite lorsque les trois émissaires du gouvernement auront rendu compte en Conseil des ministres ce qu'il en sera. C'est un premier jet que nous faisons sur ce document, mais nous y reviendrons en cas de besoin. Pour le moment, il faut de temps, il est 12 heures. On va devoir suspendre nos échanges ici, adresser un clin d'œil à nos partenaires et nous écoutons les auditeurs qui pourraient éventuellement relancer le débat. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Nous avons parlé des ambiances de fin d'année 2020. On a également parlé des changements intervenus à la Cour suprême et à l'état-major général des forces armées togolaises. On a terminé avec le secrétaire de l'éducation, avec les deux camarades syndicalistes à nos côtés. À présent, la parole est à vous. Merci de réagir sur l'un ou l'autre sujet. Bonjour, l'ami. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, abonné? Oui. S'il vous plaît, j'aimerais poser 2 questions. Allez-y. La première, c'est de savoir si le président de la République a tout le pouvoir pour nommer et décider les affres qui se sont passées, les tueries. Est-ce qu'on pourra aussi l'imputer favorablement? Je pose ça au second journaliste. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est, comment l'appelle-t-on, aux syndicalistes. Oui. En tant que parent, je pensais entendre que nous allons construire tel nombre de classes, tel nombre de bancs, ainsi de suite. Mais tout est focalisé, sur la fin du débat, c'est focalisé sur les milliards. Est-ce qu'ils ne sont pas les vrais acteurs des problèmes de l'éducation? Merci. Merci, c'est noté seulement. C'est pas pour défendre les syndicalistes, mais c'est le temps qui a fait qu'on a choisi prioritairement la question des primes. Sinon, on pourrait débattre de ce relevé de conclusion pendant des heures. Mais nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Kolani depuis Agua. Oui, nous vous écoutons. Je salue le plateau. Merci. Moi, je veux parler du colonel qui est nommé général et puis directement chef d'état-major. Oui. Je passais pas cette nomination pour interpeller le chef de l'État, parce que quand il prenait le pouvoir, il savait bien qu'il y a certaines ethnies qui sont favorisées sur ce plan. Donc il n'a qu'à revoir sa copie pour ne pas frustrer les Togolais. Ce n'est pas les mêmes ethnies qui seront toujours des généraux, et les autres ethnies aussi sont dans la main. Et aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où le collège militaire est ouvert à tous les enfants du pays. Oui. Ce n'est pas comme avant. Donc, il n'a qu'à revoir un peu sa copie pour ne pas frustrer les uns les autres. Merci. Je vous en prie, le chef de l'État aura compris. Le troisième auditeur en ligne, bonjour. Allô, l'ami, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Habib. Habib. Oui, je pense que le premier auditeur a pris en compte ma première préoccupation liée aux primes des enseignants. Oui. Je pense que l'enseignement ne va pas s'arrêter en 2020 et qu'il va falloir que les enseignants ou les syndicats étalent plutôt leurs revendications, mais leurs problèmes dans le temps. Parce que tel que ça se fait, on dirait que rien n'est fait par le gouvernement. Il y a beaucoup d'avancées et il va falloir qu'on regarde un peu côté matériel et épanouissement des enfants ou des élèves dans les établissements. Ça, c'est une observation. Merci. Oui, concernant la nomination du général Kadanga, je voudrais dire que, bon, en tout cas, vos confrères qui sont là-bas, oui, et ont fait leur analyse, mais j'ai constaté que très souvent, dans la presse, on est plus focalisé sur les défauts, les erreurs des gens. Contrairement à ce qu'on a dit du président Gamato, au niveau de Kadanga, on n'a vu que des défauts. Je pense que ça va être bien de faire des analyses en ressortant aussi la contribution. Vous avez dit ça qu'il est à 3 ans
de la retraite, selon vos informations. Mais tout ce temps qu'il a servi le pays, est-ce que c'est le mal qu'il a fait? Je crois que c'est important pour valoriser un peu ce que nous faisons et relever aussi les erreurs. Ça va aider ceux qui écoutent à se faire une opinion de ce l'ami Habib. Mais oui, il vous est loisible de nous compléter si vous avez des éléments également sur le bilan de l'un et de l'autre, c'est votre droit de nous compléter dans ce sens-là. Merci Habib. Déjà le quatrième en ligne. Bonjour. Allô. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Charles Niomedi. Pardon? Charles Niomedi. Siagle. Ok. Charles. Ok. Oui. Merci au plateau. Et ce mandat, on nous dit que c'est un mandat de gouverner autrement. Je crois que la première ministre va aider le président à gouverner autrement. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Oui. Moi, je sais que le président est en train de placer les pions pour pouvoir frapper. Parce que tous ceux-là qui étaient avec lui, c'est eux qui disaient que si le président ne sait pas faire, ils vont l'immoler comme on immole une brebis à la fête du tabac. Est-ce qu'il est avéré que les gens ont proféré de telles menaces? Je vous dis que le président va les amener maintenant à l'abattoir. S'il vous plaît. Nous sommes quand même S'il vous plaît. Vous savez, on devrait faire l'économie de ce terme. Nous sommes en République, État de droit. Ce terme-là de immoler, amener à l'abattoir, ça ne cadre pas avec l'état de droit. La mienne partie. Ok, je m'excuse, mais nous sommes état de droit. On devrait faire l'économie de certaines terminologies. Le suivant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Johannes. Oui, allez-y. Sur le plateau. Monsieur Sass, je n'ai pas compris le fait que vous ne puissiez pas faire la différence entre couvre-feu qu'on peut qualifier de sécuritaire et couvre-feu sanitaire. Parce que moi, je m'étonnais que vous disiez que lors de ce couvre-feu sanitaire, qu'on ne puisse pas, qu'on ne puisse pas faire du bruit chez soi. Bon, moi, je me posais des questions en vous écoutant parce que c'est pas pour rien qu'on ajoute l'adjectif sanitaire à l'expression couvre-feu. Voilà. Il y a un couvre-feu normal que nous avons l'habitude de connaître, le couvre-feu sécuritaire. Et là, les conditions sont différentes. Lors du couvre-feu précédent, il n'y a pas eu cette inquiétude-là au niveau par rapport au bruit que les gens peuvent faire chez soi. Mais c'est parce que là, nous sommes en période de fête que la question mérite d'être soulevée. Parce que en période de fête, lorsqu'on installe un couvre-feu sanitaire, et que... L'ami Johannes, est-ce que vous nous avez bien suivi? Je vous ai bien suivi. Je vous exhorte à retourner, à prendre votre dictionnaire, à lire ce qu'on appelle couvre-feu sanitaire ou militaire. Et nous avons dit que nous attendons que le gouvernement nous situe par un arrêté ou un décret instituant le couvre-feu. C'est ce que nous avons dit. En entendant, vous pourrez, s'il vous plaît, ami Johannes, nous passons le dire suivant. Oui, l'auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Papa Saldine. Oui. Je voudrais maintenir surtout à propos du coup-feu. Oui. Ouais. Ce que moi je veux, on n'a qu'à sensibiliser nos forces de l'ordre et la population aussi, pour que après les deux fêtes, on ne se trouve pas avec des morts de gens ou des blessés. Merci. Nous avions dit la même chose. Merci d'ajouter de l'eau à notre moulin. Eh bien, on prend juste le dernier auditeur et nous répondons à vos préoccupations. Bonjour l'ami. Oui, c'est Johannes qui revient. Ok, bon retour. Mais monsieur ça, je ne comprends pas que lorsqu'on dit quelque chose, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord, mais je ne comprends pas qu'on puisse nous couper. L'ami Johannes, vous n'êtes pas le seul auditeur qui intervient avec nous. Vous avez le devoir de vous conformer à la règle du jeu. Vous n'allez pas nous faire des leçons. Nous avons parlé de l'état d'urgence sanitaire, nous avons fait un débat et nous attendons que le gouvernement nous situe par le décret. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, intervenez là où vous voulez, s'il vous plaît. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci Johannes, à la prochaine. Eh bien, chers camarades syndicalistes,
Vous avez écouté les questions qui vous ont été adressées. Le premier a dit qu'il semblerait que vous cramponnez seulement à vos questions de primes, alors qu'il y a d'autres enjeux comme les infrastructures scolaires. Oui, il a totalement raison. Et chacun tire le drap de son côté. Parce qu'il est parent. Ce n'est pas les syndicats qui mettent en place les infrastructures ni le matériel didactique. Donc, c'est la seule réponse que je peux lui donner. Mais là aussi, l'État, avec nous, bien sûr, puisque ça fait partie des conditions de travail de l'enseignant. Les enseignants, si les élèves sont bien assis, la classe bien spacieuse et très attrayante, le travail se déroule de manière particulière. Tout ça aussi, c'est nos préoccupations. Parce que dans nos plateformes revendicatives, nous avons demandé prioritairement que les infrastructures soient en place, avec bien sûr les tables banques telles qu'il est en train de le dire. Mais l'État également nous a fait comprendre les difficultés financières, des ressources financières. À présent, cependant, l'État s'engage à pouvoir progressivement mettre ces infrastructures en place, notamment avec notre ministre de tutelle. Il est très engagé pour ça. Alors, il y a un projet dont on avait parlé, je crois, dans la politique générale, la construction de 5000 classes d'ici 5 ans, avec le concours des opérateurs économiques togolais surtout. Ouais. Dans ce sens, monsieur Ousmé, notre auditeur semblait relever que vous, les syndicats d'enseignants, vous ne semblez pas relever les efforts que le gouvernement consent dans non, là aussi, c'est péché à nos troubles. Personne ne le dit parmi nous. Nous avons reconnu que l'État a fait des efforts en ce qui concerne le salaire aujourd'hui des enseignants. Mais toujours est-il qu'il faut toujours mener une lutte avant que l'État ne fasse ce que c'est. Vous rappelez-vous qu'en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes mobilisés au sein de la synergie des travailleurs pour faire des revendications. Vous vous rappelez, en 2013. Et c'est là que le président avait été obligé d'accorder une prime forfaitaire de 30 000 et 20 000. Ces primes aujourd'hui sont indexées au salaire. Ce qui fait que ça a boosté les salaires de toutes les catégories. Donc, on ne peut pas, aucun enseignant ne dit que le gouvernement ne regarde pas la condition Monsieur Abaglo, notre auditeur souhaiterait vivement que vous étaliez vos revendications dans le temps. Oui, mais c'est vrai, l'État ne peut pas tout faire en même temps, ou bien le gouvernement ne peut pas tout faire en même temps. Et là aussi, il faut reconnaître que nous ne sommes pas les seuls fonctionnaires de la République. Et quand vous le dites, on vous critique, mais c'est une réalité. Et surtout, il faut avoir cette honnêteté aussi, quand on est leader du groupe, de dire la vérité à sa base. C'est-à-dire, il faut le dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un besoin cruel d'enseignants sur le terrain. Il faut les recruter. Il faut les recruter. Et les former. Donc, on est en train nous sommes à plus de 14 000, 15 000 EV qui font le volontaire. Ce qui est une anomalie normale. Donc, notre lutte aussi doit s'orienter vers là pour que ces camarades enseignants qui font le même travail que nous puissent être aussi recrutés. Intégrés. Donc, voilà, il faut expliquer à nos camarades ou bien collègues. Quand la dernière fois je disais que nous avons déjà du pain et nous réclamons du beurre, pendant ce temps ceux-là ils sont en train de chercher leur pain. Donc expliquez, nous sommes des fils d'un même pays et qu'il faut que les choses soient équitablement réparties. Merci. Eric Johnson, le premier auditeur, a pris acte des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État dénommés aux fonctions civiles et militaires. Mais qu'en est-il des responsabilités de ceux que le chef de l'État nomme à ses hautes charges? Les responsabilités par rapport à quoi? Il a parlé des tueries et tout ça. Je pense que mais c'est de bonne guerre. Quand vous nommez quelqu'un et que la personne commet des bévues, automatiquement vous êtes aussi indexé. Mais il faudra démontrer finalement que c'est pas un ordre donné, mais c'est sur la volonté de cette personne-là que soit vous avez excès nommé. de zèle ou abus d'autorité. Voilà, abus d'autorité, abus de confiance, etc. Mais ça, je voudrais profiter de l'occasion pour faire une petite mise au point, parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière.
il s'est passé un truc ici et qui a été vraiment un vrai souci pour ma personne. Ah bon? Oui. Il y a ce monsieur Papa Sodjine, ou qui vient d'appeler tout à l'heure, oui, qui s'est pris à ma personne en me disant que je suis un journaliste dangereux et qu'il faut me craindre. Ah bon? Il a dit ça? Il a dit ça. Et donc, je voudrais lui rappeler que nous sommes ici, nous sommes des journalistes, et comme quoi nous ne devons nous tenir qu'aux faits. S'il y a une situation et que nous avons des preuves, nous apportons des preuves, nous pouvons en parler à longueur de journée, parce que dans notre métier, on peut nous interpeller à tout moment et il faut apporter les preuves. Je voudrais lui dire que Canal FM a bien fait d'instituer quand même cette émission où il leur est donné quand même une tribune, parce que ça fait partie de nos 9 principes cardinaux dans le métier de journalisme. Je lis bien que le journaliste doit donner une tribune au public pour exprimer des critiques et apporter des compromis. Des compromis tels que le principe le dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'attaquer aux journalistes, mais à leur analyse. C'est un débat d'idées que nous faisons ici. Eric, je vous comprends. Et par conséquent, parce que ça a été l'objet de convocations par-ci, par-là, des attaques sur les réseaux sociaux, parce que eux, ils se cachent derrière les téléphones et les réseaux sociaux pour nous attaquer, alors que nous travaillons à visage découvert. Je vous comprends, c'est un comportement qu'on ne saurait jamais tolérer. Nous avons la gratitude à tous les confrères invités qui viennent, qui prennent le risque de venir débattre ici dans ce studio pour éclairer l'opinion. Alors, les auditeurs ont le devoir également de respecter la personne physique et les points de vue que chacun émet dans le respect de la loi, encore une fois. Voilà. Oui, Isidore Akolo? Oui, dans son développement, il disait tantôt que bon, si le président de la République nomme quelqu'un et que ce dernier fait des grabuges, il en est responsable. Pas du tout. Pas du tout, parce que à chaque fois que le président signe un décret de nomination, il fait contresigner par le ministre qui est chargé de ce secteur de faire le suivi. Donc, c'est une manière de se débarrasser des grabuges. Il faut éclairer l'opinion. C'est ça. Oui. Donc, le chef de l'État est protégé par son immunité. Il dispose de fusibles. Donc, ce sont les personnes nommées aux charges de l'État qui devraient l'exécuter. Sinon, en cas de Kessia, le passé pourrait les rattraper comme on en voit ici et là. Oui, et ça, aujourd'hui, Laurent Gbagbo s'est retrouvé au tribunal pénal international par rapport à ce qui s'est passé, où Laurent Gbagbo n'a jamais tiré sur quelqu'un. Et pourtant, il est accusé de crimes contre l'humanité. Est-ce que tu sais comment les décrets se signent en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas une question de décret. C'est-à-dire qu'on a vu les faits. On a vu des gens s'entretuer. Et le président de la République a été pris directement pour responsable de cette tuerie, parce que, autrement dit, c'est lui qui chapeaute ceux qui ont... Il est moralement responsable. S'il vous plaît, ce débat nous donne l'idée d'inviter des juristes sur la question. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de la responsabilité d'un chef d'État, d'un Premier ministre, des ministres? Nous pourrions peut-être trouver une tribune pour en débattre à loisir. Ce sera une prochaine fois. Je vous fais comprendre qu'il est moralement responsable. Merci. Oui, eh bien, on va devoir... C'est là où j'avoue que je ne connais pas beaucoup sur le dossier. Nous allons approcher les spécialistes. Au besoin, nous allons consacrer une émission spéciale sur la responsabilité politique, morale ou civique des hauts dignitaires de l'État. Souffrez qu'on s'arrête ici aujourd'hui en insistant encore une fois sur le respect de l'état de droit. Quand on est dans un état de droit, il y a des comportements, il y a même des discours qu'on ne devrait pas tenir. Et également le respect mutuel.
Les invités au Club de la Presse, nous leur disons merci, mais nous demandons au public de respecter leurs personnes. Et ainsi, l'émission va durer ad vitam aeternam. Eh bien, on va s'arrêter ici, juste le temps de terminer avec les cartons. Chers camarades, à la fin de l'émission, on adresse un carton vert, carton jaune, carton rouge à des personnes physiques ou morales, mais de préférence à des sujets, sur des sujets à des personnes qui n'ont pas été abordées le jour de l'émission. On va commencer avec Isidore. Je n'ai pas de carton, sauf que convier le gouvernement à revoir la manière de rétribuer les primes. Puisque j'ai suivi le débat, le temps ne nous a pas donné de pouvoir y intervenir. Je pense que si il y a des canevas ou des balises qui font que les primes ne doivent pas dépasser le salaire de base, il faut l'arrimer au salaire de base. Eh bien, et les émissaires de l'État et les syndicalistes, autres acteurs, ils trouveront les moyens de clarifier tout ce jeu-là. Eric? Oui, je n'ai pas de carton, mais je voudrais vivement encourager plutôt les syndicalistes à continuer à dialoguer avec leur ministre de tutelle parce que, à mon avis, ils ont un meilleur interlocuteur aujourd'hui qui est enseignant lui-même et qui pourra, avec son gouvernement, trouver des solutions à leurs différents problèmes. C'est un appel que je lance au niveau des syndicalistes surtout, puisque c'est eux qui discutent avec Alors, vous me donnez l'occasion de lire le point 7 de levée de conclusion qui dit ceci. Les parties prenantes ont souhaité la mise en place d'un pacte national sur l'éducation en phase avec les axes prioritaires de la feuille de route du gouvernement et dont la mise en œuvre pourrait nécessiter la création d'un fonds spécial. En conséquence, elles se sont engagées à pérenniser le dialogue et la concertation et à œuvrer en vue du renforcement de la confiance mutuelle entre tous les acteurs du système éducatif par le respect des engagements. C'est le dernier point de levée de conclusion. Carton de fin d'émission, camarade Oussime? Je n'ai pas de carton à attribuer à qui que ce soit, mais je voudrais profiter de cette antenne pour appeler les camarades à plus de sérénité et comprendre que les ministres qui ont discuté avec nous se sont honnêtement engagés dans les discussions et en prenant en compte nos doléances également pour que le Conseil des ministres puisse l'analyser finement et pouvoir redresser ce qu'on peut redresser et encourager les uns les autres en vue d'une année académique très 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 calme pour l'intérêt de nous tous. Dans toute la sérénité. Merci, camarade Abaglo. Oui, je donne un carton vert à tous les enseignants qui ont compris que si aujourd'hui on nous appelle enseignants parce qu'il y a des élèves et qui ont continué par enseigner. Merci. Merci. Le Club de la Presse qui donne un carton vert à tous les confrères invités, à toutes les personnes ressources qui viennent de tous horizons, qui sacrifient de leur temps, de leur énergie pour nous éclairer. Carton vert également aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui animent en respectant les règles du jeu. C'est ce qu'on appelle état de droit. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.